Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Vous voyez ça? Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça! Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Je ne sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer correctement. Je connais cette théorie. Ça n'avait pas de sens et par conséquent ça ne présentait aucun intérêt culturel ou éducatif. Sauf éventuellement pour les chats, les chiens et les demeurés mentaux. Et si c'était plus intelligent que ça, l'émission de philosophie qui traite la pop culture avec philosophie. À l'heure où d'autres esprits se projetaient sur la journée à venir, voire tentaient de retenir les dernières images de leurs rêves, Harold, lui, comptait les allers-retours de sa brosse à dents. Bon, qui a dit à Harold compter les allers-retours de sa brosse à dents? Et comment vous savez que je compte les allers-retours? Eh oh! Salutations, aujourd'hui, Stoic Than Fiction. C'est ainsi que sa montre le propulsa sur la voie inéluctable du destin. Il était loin de se douter que ce seul acte en apparence anodin provoquerait sa mort imminente. Quoi? Pardon? Hey! Eh oh! Quoi? Bonjour à tous. Après le film de genre radical nommé au César et le classique absolu des blockbusters des années 90, on s'attaque aujourd'hui à un film cette fois-ci moins connu, et ce de manière injustifiée. Bon, alors je ne vais pas m'étendre sur la filmographie de Mark Foster, réalisateur inégal qui avait su faire pleurer dans les chaumières avec son Neverland et l'ombre de la haine, et qui avait outré tous les amateurs de genre avec son débile et prétentieux World War Z. Mais si, souvenez-vous, ce grand spectacle aseptisé avec ses zombies numériques et un Brad Pitt hipster semblant sortir de ses courses de chez Bio-C'est-Bon. Il n'empêche que même s'il tend à faire de l'émotion facile, Foster semble plus à l'aise pour réaliser des drames intimistes que pour mettre en scène la destruction du monde par une horde de zombies grouillants. Alors peut-être que la réussite du film doit être attribuée au scénariste Zach Helm, mais il reste que le film qui va suivre est l'un des plus intéressants de sa carrière. Sorti le 10 janvier 2007, Stranger Than Fiction, renommé sobrement chez nous l'incroyable destin d'Harold Crick, nous narre la vie absolument médiocre du susnommé Harold Crick, petit fonctionnaire du fisc coincé et inintéressant au possible. Son seul plaisir dans la vie, c'est les plateaux repas devant les documentaires animaliers le week-end. Tout est réglé dans la vie d'Harold Crick, du nombre de coups de brosse à dents à ses pas pour prendre le bus. Chaque jour ouvrable depuis 12 ans, Harold brossait chacune de ses 32 dents 76 fois. 38 fois de gauche à droite, 38 fois de bas en haut. Bref, une vie chiante, médiocre et insipide. En tout cas, c'est ce que va nous dire la voix off au début du film. Mais tout se détraque quand Harold se rend compte qu'il entend la dite voix off et que celle-ci annonce sa fin prochaine. Reposant sur un élément fantastique heureusement jamais expliqué, Stranger Than Fiction est une brillante réflexion sur la création artistique, la fiction et la responsabilité de l'auteur. Mais surtout, c'est un film sur la vie et la manière dont nous avons de l'aborder. Le film est servi par un casting 5 étoiles avec Dustin Hoffman, Emma Thompson et surtout Will Ferrell dans le rôle titre. Si vous ne connaissez pas ce dernier, sachez qu'il fait partie des papes de la comédie américaine avec ses amis Ben Stiller, Steve Carell et autres, tous issus du Saturday Night Live. Apôtre de la comédie débile et régressive, Will Ferrell ne cesse depuis quelques années de nous faire rire avec des comédies en apparence bas du front et pourtant non dénuées d'intelligence. Charge virulente contre les travers de l'Amérique, qu'il s'agisse de la beaufrie crasse, du racisme, de la corruption politique ou des abus de la finance, les comédies de Ferrell, souvent réalisées avec son réalisateur fétiche Adam McKay, n'écartent aucun délire et vont jusqu'au bout de la connerie, pour derrière porter un discours salutaire sur l'Amérique et ses valeurs. Bon, alors, on va encore dire que je suis dans la mouvance, bobo hipster, intello gaucho, ce que tu veux, mais je suis désolé, quand tu regardes les comédies françaises, celles qui font le plus d'entrées, c'est le Clavier Cinématique Universe, où Christian Clavier se moque d'une minorité, ou c'est les kékés de 13 ans qui vont voir Kev Adams. Enfin, la comédie française en ce moment, c'est une catastrophe. Enfin, la
celle qui marche, c'est une catastrophe. Et après, tu regardes Kev Adams qui fait un sketch sur les Chinois avec Gad Elmaleh, le truc, mais même en 1930, ça aurait été considéré comme raciste. Voilà, et à côté, t'as les Américains qui vont te proposer des comédies avec Will Ferrell, Steve Carell, où, alors certes, on va dire c'est pipi, caca, etc., mais il y a un discours derrière, il y a une intelligence derrière, et justement, ces mecs, ils sont brillants. Enfin, il y a qu'à regarder Very Bad Cops, alors, je déteste ce titre, en anglais, The Other Guy, donc c'est un Ferrell avec Adam McKay, et c'est un discours sur la crise des subprimes. Et le mec, il te cale un discours militant contre la crise des subprimes. Moi, député, c'est pareil. C'est un truc contre la vie politique américaine et son organisation. Et voilà, alors, n'hésitez pas à aller voir du Will Ferrell, la légende de Ron Burgundy, Ricky Bobby, roi du circuit, et Anchorman. Ça mange pas de pain. Si vous aimez les comédies un peu potaches, et que derrière vous voyez le discours qu'il y a, allez-y, foncez. Enfin, c'est mieux que les merdes avec Christian Clavier en tout cas. Voilà, je voulais pas taper sur la comédie française, il y en a qui font très bien et Dieu merci, mais c'est pas celle qui marche malheureusement et ça fait chier. Mais ici, point de gaudriole ou de blague débile à coups de pipi caca vomi, Ferrell campe ici un personnage touchant, sensible et drôle qui va enfin découvrir la valeur de la vie. Bien qu'il y ait de nombreux passages comiques, Ferrell montre avant tout son talent d'acteur, prouvant qu'un acteur de comédie n'est pas réductible à ce genre-là. Alors en France, moi ça me fait rire, alors en France on a carrément un terme, c'est faire son Ciao Pantin. Donc c'est une référence au fait que Coluche a joué dans un drame et qu'il le joue très bien. Il joue très bien l'acteur dramatique. Et en France, dès qu'un acteur comique veut faire du drame, on dit il fait son Ciao Pantin. Ce qui est ridicule parce que ça veut dire qu'un acteur comique va être défini par son rôle de comique, qui ne peut pas jouer autre chose et qui ne sait jouer que la comédie. Ce qui est complètement stupide. Mais bref. Bon, maintenant, comme d'habitude, ça va être difficile si vous n'avez pas vu le film, surtout que je vais spoiler comme un bâtard à partir de maintenant. Donc, tracez voir le film, ainsi que le reste de la filmographie de Will Ferrell, vous êtes prévenus. Donc, si on reprend la trame principale du film, après enquête auprès d'un professeur de littérature joué par Dustin Hoffman, Harold va finalement découvrir que la voix n'est pas le produit de sa fichée démente, mais une auteure à succès, Catherine Eiffel, jouée par Emma Thompson et dont il est le personnage principal. Prenant conscience de sa fin imminente, il décide de vivre et tombe amoureux d'une boulangère alternative, Anna, campée par Maggie Gyllenhaal, et c'est pas facile à prononcer du tout. Alors qu'il finit par rencontrer Eiffel, Harold découvre la fin qui lui est réservée et décide contre toute attente de l'accepter. Alors non mais c'est drôle parce que en faisant le podcast, je crois que j'ai eu la clé de lecture pour la filmographie de Forster. Son côté bon sentiment, j'en fais des caisses dans l'émotion, dans le lacrymal, mais en fait je me demande s'il faut pas comprendre ça comme quelque chose de sincère. Bon alors je passe World War Z qui est un piton de lessive insipide et sans aucune inventivité pour celui qui a déjà vu un ou deux films de zombies, sans parler du côté aseptisé de la chose, mais si tu regardes les autres, je crois que c'est un mec qui a un amour profond pour ses personnages. Dans Stranger Than Fiction, il y a ce moment où t'as Emma Thompson qui regrette profondément tout ce qu'elle a fait subir à ses personnages antérieurs dans ses romans. Et je pense que c'est Forster qui parle à travers elle. Alors tu me diras, ça n'empêche pas le mec d'être un bisounours de première catégorie, de faire dans la guimauve, mais ça on peut pas lui enlever. Il n'aime pas faire du mal à ses personnages et ça je trouve ça assez touchant. Bon. Si on analyse l'histoire de près, la voix off peut être assimilée à une forme de destin, et la fin comme une acceptation de celui-ci. On pourrait même rajouter d'ailleurs que l'ensemble de l'enquête d'Harold durant le film, en tout cas durant les 2 tiers du film, pour trouver qui est la voix off, correspond à une forme d'enquête philosophique pour comprendre et découvrir quel est son destin. Ce qui nous emmène à cette affirmation, Stranger Than Fiction est un film stoïcien. On m'a demandé d'être stoïque. Le stoïcisme est fondé à Athènes en -301 avant Jésus-Christ par Zénon de Cityon. Il doit son nom au nom grec stoa qui signifie portique. En effet, Zénon avait l'habitude d'enseigner sous un des portiques de l'agora et le lieu de son enseignement fut utilisé pour désigner son mouvement. Le stoïcisme est l'une des 3 grandes écoles philosophiques athéniennes du IIIe siècle avant Jésus-Christ avec l'épicurisme et le scepticisme. Des premiers stoïciens, il ne reste que quelques fragments, que ce soit pour Zénon ou ses successeurs comme Cléante ou Chrysippe, la seule exception restant Épictète. Tout ce que nous aurons finalement, c'est
À défaut des textes, ce seront des sources contemporaines de l'époque. La force du stoïcisme est qu'il s'agit d'une philosophie eudémoniste basée sur la tempérance et le détachement des choses, le bonheur ne pouvant être atteint qu'à travers une ataraxie, c'est-à-dire une tranquillité de l'âme. On connaît surtout le stoïcisme à travers sa version latine qui a produit un grand nombre d'œuvres qui ont été conservées. Les grands représentants de cette version sont Sénèque et Marc Aurèle. Le républicain Cicéron, s'il n'est pas vraiment stoïcien, sera témoin des débats de l'époque entre stoïciens et sceptiques. L'une des thèses les plus connues du stoïcisme est leur concept de destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Pour eux, le cosmos est un tout fini et organisé par une puissance divine présente en chaque chose, ce qui fait que tout est lié et organisé selon cette force. Cette puissance, il la désigne sous le terme de logos, c'est-à-dire raison et parfois Dieu. Le logos étant une raison divine et parfaite, l'organisation du cosmos est nécessairement rationnelle et parfaite, tous les éléments s'imbriquant de manière harmonieuse. Cette harmonie n'est visible que si l'on prend un point de vue global. En effet, si on prend un point de vue individuel, nous voyons et endurons des choses négatives, atroces ou douloureuses. Mais pour les stoïciens, tout cela est organisé à une plus grande échelle qui est le bien et l'harmonie du tout, c'est-à-dire le cosmos. Chaque élément, chaque chose, arrive de par cette organisation cosmique. C'est cette organisation par le Dieu que les choses adviennent nécessairement. C'est ce qu'ils appellent le destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Il reste alors deux solutions pour les stoïciens. Soit on décide de vivre en acceptant son destin, et ainsi on peut vivre en paix, soit on le refuse, et on le subit. Cela inclut bien entendu l'idée de notre mort comme passage obligé et terminus de notre existence. Si maintenant on examine Stranger Than Fiction, outre la découverte d'une voix narrant la vie d'Harold Crick, l'événement le plus important qui va réellement lancer l'intrigue est l'annonce faite à Harold par la narratrice de sa mort imminente. La voix annonce qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Que faire ? Devant le caractère apparemment inéluctable de sa mort, Harold suit les conseils du professeur de littérature et commence à vivre pleinement sa vie. Comme le dit la narratrice dans le film, à chaque accord maladroit, Harold Crick percevait avec plus de force qui il était, ce qu'il voulait et pourquoi il était vivant. Harold ne dînait plus seul. Il ne comptait plus les allers-retours de sa brosse à dents. Harold ? Il ne portait plus de cravate. Et ainsi, ne se souciait plus du temps qu'il mettait à faire le nœud. Il ne comptait plus les pas le séparant de l'arrêt de bus. Au lieu de cela, Harold fit la chose qui l'avait terrifié jusque-là. La chose qui lui avait échappé du lundi au vendredi depuis tant d'années. La chose que les paroles lancinantes de maints morceaux de musique punk lui intimaient de faire. Harold Crick vécut sa vie. Cela peut sembler bien ironique du fait que la certitude de sa mort semble être ce qui lance Harold dans la vie. Pourtant, observons bien le personnage. Il vit une vie parfaitement réglée, avec ses habitudes pathologiquement minutées, sans ambition ni désir, une vie simplement consacrée à son travail, sans passion ni désordre. Harold incarne l'homme médiocre de la modernité par excellence. Cet homme dont la vie réglée par le travail est simplement interrompue le week-end et le soir par un plateau repas devant la télévision. La vie est somme toute d'une banalité si médiocre qu'il n'y a rien à en dire. Ce n'est qu'avec l'annonce de sa mort qu'Harold sort des clous, se libère et décide véritablement de vivre et non plus simplement d'exister en tant que rouage d'un système auquel il appartient. Ceci est renforcé par le travail qui lui est assigné et qui renforce cette impression de personne-fonction, fonctionnaire au service des impôts. Tout lui semble indifférent, ou en tout cas ne crée pas de grande passion en lui. Il agit de manière mécanique. Or, là où il va s'affirmer, vivre sa vie, c'est précisément par la conscience de la finitude de celle-ci. Ainsi, il abandonne ses soucis pour véritablement agir, que ce soit du point de vue de ses plaisirs, par exemple l'apprentissage de la guitare, ou du point de vue amoureux. Il incarne alors le fameux carpe diem des stoïciens, cueille le jour. S'il a conscience de sa mort inéluctable, ne sachant pas quand celle-ci surviendra, il vaut mieux profiter de sa vie et ne plus se tracasser pour celle-ci. Alors, petite parenthèse, le fameux carpe diem, on te le sort à toutes les sauces. Alors,
Il y en a qui se le tatouent carrément sur le torse, ou sur le dos, ou sur la fesse, ou je ne sais pas. Genre, ouais, non, moi je suis trop carpe diem, quoi. Moi je suis trop dans le moment, dans l'instant. Oui et non, parce que chez les stoïciens, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Cueille le jour, ça veut dire vivre au temps présent, mais ça veut pas forcément dire faire n'importe quoi et se laisser guider par ses envies. Se laisser guider uniquement par ses passions, c'est quelque chose qui est considéré comme animal et non rationnel. Donc faut arrêter de le sortir pour justifier sa mentalité de spring breaker défoncée à la vodka Red Bull. Moi je suis désolé, j'en ai marre. Voilà, pardon, coup de gueule. Alors, donc si on revient à ce qui nous intéresse, les stoïciens nous disaient que nous ne vivons pas dans le présent. Et c'est bien là notre erreur. C'est-à-dire que nous sommes toujours projetés vers le passé, soit vers le futur. C'est-à-dire deux choses qui n'existent pas. En effet, le passé est passé par définition, et du coup il n'existe plus, et le futur n'existe pas encore, donc il n'existe pas. Voici ce que nous dit Marc Aurèle dans Penser pour moi-même. Dusses-tu vivre 3000 ans et même autant de fois 10 000 ? Souviens-toi toujours que personne ne perd d'autre existence que celle qui vit, et qu'on ne vit que celle qu'on perd. Ainsi, la plus courte et la plus longue reviennent au même, car le présent est égal pour tous, et donc égal aussi à ce qui périt. Et la perte apparaît donc instantanément, car on ne peut perdre ni le passé ni l'avenir. Comment en effet pourrait-on nous enlever ce que vous ne possédez pas ? Le présent est en effet la seule chose dont on peut être privé, puisque c'est la seule chose que l'on possède et que l'on ne perd pas ce que l'on n'a pas. Pour Marc Aurèle, et pour les stoïciens en général, la seule chose qui importe réellement, c'est le présent, et non pas un avenir incertain dont la conclusion est inévitable. Il faut donc, selon la théorie stoïcienne, tâcher d'être dans le présent, et non pas dans une projection constante vers le futur que l'on ne peut connaître ni contrôler. Cela découle de leur maxime principale. Nous ne devons pas nous préoccuper des choses qui ne nous concernent pas. Nous ne devons pas nous préoccuper des choses qui sont dites non libres. Seules les choses libres doivent être l'objet de notre préoccupation. Et qu'est-ce qu'on appelle une chose libre chez un stoïcien ? C'est tout ce qui dépend de moi, c'est-à-dire mes actions et mes pensées. Tout le reste, j'en ai rien à battre. Il faut faire comme si je n'en avais rien à faire. Il faut avoir une attitude d'indifférence face à ce sur quoi on n'a aucun pouvoir. Alors, c'est ce qui va nous permettre, justement, d'avoir cette position vis-à-vis du futur. Le futur n'existant pas encore, la mort étant inévitable, nous devons simplement nous contenter de vivre au présent et d'agir au présent. Cela n'exclut pas l'idée d'une prévoyance, ainsi je peux tâcher de faire en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie par exemple, mais cela sert à bannir le souci du futur comme une préoccupation principale. Nous ne devons pas vivre hors de nous, mais en nous, c'est-à-dire au présent. Alors cette thèse elle est vraiment intéressante parce que c'est une thèse qui est reprise. Si vous lisez les manuels de psychologie ou les trucs de bien-être, développement, tout ça, c'est marrant parce que ils reprennent cette idée-là. Faut savoir que c'est une idée, les stoïciens l'ont posée, c'est une idée qui est très présente en philosophie. Pascal lui-même en parlait, c'est-à-dire on ne vit jamais au présent, hein. On est toujours entre le passé et le futur, mais jamais au présent. Et c'est une thèse qui a été reprise par les psychologues. Donc là, ça nous montre quand même que les stoïciens, ça fait partie de ces philosophies qui ont touché quand même un truc fondamental de l'existence humaine, de la nature humaine. Ils ont touché quelque chose qui relève de la condition humaine. C'est-à-dire que nous avons toujours peur de ce qui va arriver, ou on espère toujours qu'il va arriver quelque chose, donc notre attention est tournée vers un futur qui n'existe pas, et que je ne sais pas de quelle manière il existera, soit je suis en train de ruminer, à regarder le passé, la nostalgie, la rumination, ce que vous voulez. Donc, finalement, entre je regarde mon passé et je suis soit nostalgique, soit je regrette, soit je rumine, ou soit je suis dans la perspective du futur, jamais je ne suis là, tout de suite, maintenant. Jamais je ne suis dans le présent, dans le hic et hunc, comme on dit en latin, c'est-à-dire le ici et maintenant. Ça tombe vraiment très mal. Nul ne veut mourir, Harold. Malheureusement, c'est notre sort à tous. Harold, écoutez-moi. Vous mourrez bien un jour ou l'autre. Syncope à la banque, arrête de poisson, une maladie à rallonge que vous aurez contractée en vacances. Vous mourrez. De toute façon, vous mourrez.
Même si vous évitez cette fin, une autre vous trouvera. Et je vous garantis qu'elle aura nettement moins de poésie et de profondeur que celle qu'elle a écrite. Je suis navré, mais c'est l'essence de toute tragédie, Harold. Le héros meurt. Alors, à cette analyse, on pourrait répondre que Harold, qui se rend compte que sa vie va se terminer, va décider justement de ne plus vivre qu'au présent, vu que le futur, il sait comment ça va se terminer, il sait qu'il va mourir. Et du coup, il se dit, comment je peux employer de la meilleure manière qui soit le présent dont je dispose maintenant. Alors, les gens un peu tatillons pourraient me répondre, par rapport à l'image qu'on a du sage stoïcien qui est indifférent, mais Harold a quand même peur de la mort. C'est-à-dire qu'il passe une partie du film à essayer de comprendre ce qui va lui arriver, à angoisser, à avoir peur, etc. C'est tout le contraire de l'image du sage stoïcien qui lui resterait indifférent et impassible devant l'annonce de sa mort. Un stoïcien répondrait qu'il est normal d'avoir peur. C'est une passion naturelle d'être vivant face à un danger. La passion est d'ordre physiologique. À cela, le stoïcien continuerait en expliquant que l'important n'est pas d'avoir peur face à la représentation de la mort, mais ce que notre raison peut faire de cette représentation, l'accepter ou la refuser. Pour le stoïcien, il s'agit d'écarter cette représentation qui ne doit pas guider nos actes. Ainsi, le stoïcien reconnaît l'existence de cette représentation, mais ne lui donne pas son assentiment, c'est-à-dire ne la valide pas comme étant valide du point de vue de ses actes et du point de vue de la vérité. Nous devons tâcher de regarder les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que nous les représentons. Alors, ce qu'on appelle l'assentiment, donc là je fais un petit point hors sujet, chez les stoïciens, l'assentiment c'est donner son accord à un acte ou une représentation. C'est-à-dire que par exemple là, je suis en train de parler devant mon micro, je regarde mon micro, je donne mon assentiment à ma représentation du micro, c'est-à-dire au fait que le micro a une forme, qu'il est là devant moi, etc. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'accord avec ce que je me représente dans mon esprit. Donc ça veut dire que, par exemple, si je prends des drogues hallucinogènes et que je vois des choses bizarres, peux éventuellement ne pas donner mon assentiment en me disant « ceci est une illusion, cela n'existe pas, c'est un effet de la drogue, ne prenez pas de drogue, la drogue c'est mal ». Donc, pour reprendre là où on en était, nous devons tâcher de regarder les choses telles qu'elles sont, et donc prendre la mort comme elle est, c'est-à-dire la simple finitude de notre être. Cette finitude, alors par finitude j'entends le caractère fini, est intrinsèquement liée à ma condition d'être vivant. De plus, je vis dans un cosmos organisé par la raison, c'est-à-dire que tout est organisé de manière parfaite. Si je vois la finitude de quelque chose comme négatif, c'est que je me la représente non pas telle qu'elle est, mais par rapport à moi. Il faut donc se détacher de notre subjectivité pour épurer notre représentation. Et nous comprendrons alors que nous avons un rôle à jouer, et que ceci est pour le mieux, et que notre finitude est aussi guidée au nom du bien du tout. Cela, je ne peux le savoir qu'à travers une enquête philosophique qui doit me guider vers la sagesse. Donc à la fois une connaissance du monde, de son organisation, mais aussi une acceptation de celui-ci. Ce que le stoïcien appelle destin est le cours des choses et du cosmos en général. Tout est déterminé à l'avance, selon une marche précise, prédéterminée par le logos. Tout est en rapport avec tout. C'est ce qu'on appelle la sympathie. Chaque élément est lié à tous les autres éléments du cosmos. C'est la théorie du battement d'aile du papillon, mais de manière organisée. C'est-à-dire que le papillon qui va déclencher un cyclone par une série de micro-événements qui vont donner un événement final, c'est l'idée que tout est organisé, là pour le coup. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'ensemble du tout est organisé comme un organisme vivant, si vous voulez. Et du coup, face au destin, c'est-à-dire face au fonctionnement de la totalité des choses qui existent et qui sont reliées entre elles, soit je lutte, soit je l'accepte. Si je lutte contre le destin, pour le stoïcien, je me condamne au malheur. Ou alors, autre solution, soit j'accepte librement mon destin, ce qui me permet de vivre en paix. Or, c'est bien ce qui va se passer avec Harold. Il entreprend, face à sa peur de la mort, une enquête qui le mène à Catherine Eiffel, la fameuse narratrice, et qui lui révèle son destin.
représenté par le manuscrit du roman. On pourrait croire alors que cela aiderait Harold à échapper à son destin. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Reconnaissant à la fois la logique et la nécessité de l'acte qui va entraîner sa mort, à savoir être renversé par un bus pour sauver un enfant, alors tel un stoïcien, Harold accepte son destin, qui est réalisé au nom d'un bien supérieur. D'où son apaisement à la fin. Et même si à la fin, alors là c'est Mark Foster, bon sentiment, tout ça, même si à la fin le destin change, le sauvant de la mort, il n'empêche qu'on peut se demander alors, est-ce que c'était pas son? Prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Merci à tous pour votre écoute. Donc j'ai confiance que c'était un morceau pas très facile, les stoïciens c'est pas le truc le plus sexy du monde. Alors surtout, stoïcien, il y a beaucoup de S, du coup c'est une tannée pour moi pour dire tout ça. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, suivant à quelle heure vous écoutez ça. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!